Bonjour à toutes et à tous, ici Montoru, je suis ravi de vous retrouver pour ce Morning Bull Run en ce vendredi, dernier jour de la semaine. On va revenir sur les actualités récentes. On a Circle et les stablecoins, on va parler de BlackRock, on va parler d'une fuite massive de data. Il va falloir faire très attention, je vous conseille de rester jusqu'au bout de cette vidéo parce que il y a quelque chose qui vous concerne, qui concerne chacun d'entre vous et qui concerne également vos portefeuilles crypto ainsi que votre sécurité en ligne. On va parler d'une grosse société qui prévoit d'acheter plus de 105 000 bitcoins et on finira avec ce fameux bitcoin où la production ne suit plus la demande et donc il risque d'y avoir un choc entre l'offre et la demande, ce qui est bon signe pour le marché. On voit ça tout de suite, c'est parti. Premier article de ce morning, on a Jérémy Allaire, le PDG de Circle, qui affirme que les stablecoins sont sur le point de vivre un moment décisif comparable à l'arrivée de l'iPhone en 2007. Il évoque une adoption institutionnelle croissante et des volumes de transactions crypto records qui placeraient les stablecoins comme la forme d'argent la plus utile jamais créée. Alors son discours, il s'inscrit dans un contexte très favorable. On a Circle qui a fait une entrée spectaculaire en bourse le 5 juin avec une hausse de 167% de son action. On a Sam Bronner, donc ACZ Crypto, qui ajoute que les stablecoins stimulent la concurrence, rendant l'argent programmable plus accessible et plus efficace. On a Walmart, Amazon et Shopify qui envisagent ou intègrent déjà l'USDC, démontrant un basculement vers une adoption massive dans le commerce. Et donc ça va se répercuter forcément sur les utilisateurs. Donc selon Darren Matsuoka, qui fait également partie de ACZ Crypto, les stablecoins pourraient être la première opportunité crédible pour rembarquer 1 milliard de personnes dans les cryptos avec 33 milliards de dollars de transactions sur 12 mois. Donc c'est tout juste énorme et on va suivre ce qui se passe. Mais pour moi, évidemment, on est à l'aube d'une énorme révolution. Ce qui se passe sur le marché en ce moment, on l'a vu, hein, la map est assez rouge finalement, mais ce qui se passe, ce n'est strictement rien par rapport à ce qui va se passer dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et ça n'indique rien de mauvais. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. On a BlackRock qui encaisse des millions malgré les tensions, donc malgré la montée des tensions entre l'Israël et l'Iran. Eh bien, on a les ETF Bitcoin qui enregistrent une forte affluence. Donc rien que ce lundi, 412,2 millions de dollars d'entrées nettes ont été comptabilisés, prolongeant une série de 6 jours de flux positifs pour un total cumulé de 46,04 millions de dollars. Et donc on a le fonds IBIT de BlackRock qui domine largement à lui seul avec 266,6 millions de dollars d'entrée ce jour-là et plus de 50 milliards accumulés depuis son lancement. On a Fidelity qui suit avec 82,96 milliards, tandis que Grayscale reste à la traîne et on a les investisseurs institutionnels qui semblent ignorer la volatilité à court terme pour se positionner sur le long terme. Évidemment, c'est exactement ma stratégie, c'est exactement ce que je fais, c'est exactement ce que je vous partage depuis des mois, voire des années ici sur cette chaîne YouTube ou sur le canal Telegram spécialement dédié à la crypto. D'ailleurs, n'hésitez pas à le rejoindre, le lien est en description, c'est totalement gratuit. Et donc, en parallèle, on a le cours du Bitcoin qui a chuté de plus de 7% à cause d'une frappe israélienne provoquant des ventes massives. Pourtant, certains analystes y voient des signes de capitulation typiques des creux de marché. C'est mon cas également. Et donc, si Bitcoin se maintient entre 102 et 103 000 dollars, cela pourrait signaler un rebond potentiel à venir. Pour moi, la situation, elle est claire. C'est qu'on risque d'avoir 2 mois d'été assez compliqués. On risque d'avoir une forte, grosse contraction de la volatilité au niveau de BTC. On risque, pour moi, également d'avoir peut-être une correction à un moment très bref qui nous permettrait de venir chercher des liquidités plus basses avant de pouvoir tranquillement commencer à repartir à la hausse autour de fin août, septembre, début octobre. Ça va dépendre de ce qui se passe d'un point de vue géopolitique et économique, toujours lié à ces fameux événements fondamentaux. Alors là, il y a quelque chose qui vous concerne tous. C'est très très important que vous m'écoutiez sur ce point-ci. On a 16 milliards de comptes compromis dans la plus grosse violation de données jamais enregistrée. Donc on a une fuite d'une ampleur historique qui a été révélée par Cybernews. Donc plus de 16 milliards d'identifiants ont été volés. Donc ça inclut les emails, les mots de passe et les noms d'utilisateurs qui ont été publié en libre accès sur un forum de cybercriminels. Donc contrairement aux précédentes fuites, il s'agit ici de données fraîches récoltées principalement via des malwares
infostealer capable de siphonner les identifiants stockés dans les navigateurs. Et donc parmi les cibles, on a des géants comme Apple, Google, Facebook, GitHub, mais aussi des banques, des messageries cryptées, des services gouvernementaux ou des VPN. Et donc l'ampleur du danger est considérable avec un corpus exploitable prêt à l'emploi permettant des attaques ciblées, usurpation d'identité ou encore ransomware. Donc les experts recommandent une vigilance maximale, changement immédiat de vos mots de passe, authentification à 2 facteurs et utilisation de gestionnaires sécurisés. On a cette fuite qui remet plus que jamais en question la sécurité de nos données personnelles à l'ère numérique. Évidemment, c'est un énorme problème. Donc je vous laisserai aller regarder un petit peu tout l'article. Pour ceux que ça intéresse, ça se trouve sur le journal du geek. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce genre de fuite peut avoir des conséquences catastrophiques sur vous et sur votre vie. Ça peut aller de l'usurpation d'identité, ça peut aller jusqu'au vol de vos fonds, au piratage de vos réseaux sociaux, en passant par l'infiltration de vos comptes professionnels et évidemment le piratage de vos comptes crypto n'y échapperont pas. Et après, il y a toutes les conséquences indirectes comme les enlèvements, vols, séquestrations, parce qu'évidemment, il y a des personnes qui tombent sur vos données, qui connaissent vos adresses et qui savent exactement combien vous avez en crypto. Et donc ça, c'est très mauvais pour la suite. Donc je vous conseille à tous, là, dès que vous avez regardé cette vidéo, de changer vos mots de passe. C'est super important. Adresse mail, compte crypto, de mettre les authentifications à 2 facteurs dans chacun de vos comptes et de vos adresses mail et ça vous permettra d'être déjà mieux protégé que la majorité des gens. On a Selmer Scientific qui prévoit d'atteindre 105 000 bitcoins d'ici 2027. Donc la société Selmer Scientific, qui est spécialisée dans la santé, veut multiplier par 28 ses avoirs en bitcoin d'ici 2027, passant de 3 800 à 105 000 bitcoins. Et donc pour y parvenir, elle utilisera une combinaison de financement par action, de dette et de cash flow opérationnel. On a un nouveau directeur qui est un ancien de chez Blockware Solutions. Donc, ce qu'il faut capter, c'est que, évidemment, moi, je m'en fiche un peu que la société achète du Bitcoin. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre qu'il y a de plus en plus de sociétés qui font cette stratégie d'acheter du Bitcoin. Et pourquoi elles le font? Parce que pour moi, les entreprises qui posséderont du Bitcoin en trésorerie, j'en ai discuté avec un membre que j'accompagne en coaching en ce moment et je suis totalement aligné avec ce truc-ci. Évidemment que les entreprises qui possèdent du Bitcoin seront sexy pour les banques parce que c'est un actif qui va devenir de plus en plus rare et donc en avoir en trésorerie, ça va être quelque chose qui pour moi va vous permettre d'accéder à certains financements, à certaines choses. Et donc forcément, c'est toujours une histoire d'offre et de demande. Quand vous avez une offre qui est très limitée, mais une demande qui ne cesse de monter. On a encore le cas avec une entreprise de plus, mais ce n'est qu'une entreprise de plus. Eh bien, forcément, vous avez un actif qui ne peut que s'apprécier. C'est la base des marchés financiers, l'offre et la demande. Et on termine avec le dernier article, Bitcoin, la production ne suit plus la demande. Je vous parlais d'offres et de demande juste avant. Le changement structurel qui est en train de s'opérer dans l'écosystème Bitcoin. Donc selon Fidelity, chaque jour, 550 Bitcoins passent dans la catégorie des Bitcoins détenus depuis plus de 10 ans, alors que seulement 450 Bitcoins sont nouvellement minés. Et ça signifie que de plus en plus de Bitcoins deviennent illiquides qu'il n'en est créé. Donc cette dynamique de rareté est renforcée par 2 leviers. Première chose, l'accumulation à long terme. Donc aujourd'hui, près de 17% de l'offre totale, soit 3,4 millions de BTC, est gelée depuis plus de 10 ans. Et ce chiffre pourrait atteindre 20% en 2028 et 25% d'ici 2034. Et le deuxième point, c'est un afflux d'investissement institutionnel. Donc selon Bitwiz, ces flux pourraient atteindre jusqu'à 300 milliards d'ici 2026, absorbant potentiellement 19% de l'offre totale. Toutefois, cette rareté ne garantit pas non plus une hausse linéaire du prix. Des ventes soudaines peuvent se produire en cas de volatilité extrême ou d'incertitude politique, même chez les holders de longue date. Quoi qu'il en soit, ça va dans le sens de ce qui est toujours partagé, à savoir un marché des crypto-monnaies qui est structurellement bullish. Et donc sur le long terme, ce sont des bonnes nouvelles pour nous. Et oui, ce sont de bonnes nouvelles même pour nos altcoins. C'est pas parce que y a que Bitcoin qui prend en valeur que les altcoins ne vont pas bouger. C'est une théorie que j'entends un peu trop souvent en ce moment en appel ou sur les réseaux sociaux. Et donc pour moi, ce n'est absolument pas le cas. Pour moi, du moment où le Bitcoin monte, c'est que on va avoir un marché des crypto-monnaies qui va se démocratiser, qui va gagner en adoption. Et donc forcément, par ricochet, par la suite, on va avoir des altcoins qui vont pouvoir prendre en valeur. Je vous donne un exemple très simple. On a eu des ETF Bitcoin, Ethereum, et là, il va bientôt y avoir des ETF XRP, Solana, Doge, etc. Et ce sont des altcoins. Mais sauf que ça prend du temps. On a eu, il y a bien plus d'1 an, les ETF spot
Ether et BTC qui ont été acceptés, et on n'a toujours pas d'ETF sur de nombreuses crypto-monnaies, mais ça va arriver. Et donc, c'est juste une question de temps, c'est juste une question de décalage, et comme à chaque fois dans les cycles, hein, on a la liquidité d'abord qui est absorbée par Bitcoin, après c'est Ether, après c'est les alts. Et au niveau des produits financiers qui vont ramener de l'adoption et de la liquidité sur le marché, eh bien c'est exactement la même chose. C'est tout pour ce morning, j'espère que ça vous a plu. Je vais laisser la parole à Apollo Taurus pour la partie analyse technique, et je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube. C'était Moon Taurus, ciao ciao. Bonjour Moon, bonjour les Taurus, ici Apollo, j'espère que vous avez la forme. Alors sur Bitcoin, très peu de choses à dire ce matin puisqu'on continue de consolider. On a toujours cette contraction de la volatilité au niveau des ATH. Pour rappel, mercredi on a eu bien la décision sur les taux directeurs. On a eu un maintien des taux, hein, effectivement on pouvait s'y attendre. Jérôme Powell est resté très vague dans ses propos durant la conférence de presse. On a un marché qui retient son souffle pour les prochaines semaines, pour les prochains mois. Et donc on a très peu de mouvements sur le court terme. Mais ça annonce une chose encore une fois, c'est qu'on prépare quelque chose d'assez puissant sur la suite. Donc étant donné qu'il n'y a pas énormément de choses à dire sur Bitcoin en tout cas, on va passer directement à Ethereum. Pour rappel, ce qui s'est passé sur Ethereum, on a cette trendline cyclique qu'on est venu casser, on a été chercher toute cette zone de liquidité et on a eu donc la semaine du 5 mai cette belle bougie haussière. On est repassé donc sur une structure haussière avec ce break là de ce niveau et donc on a une zone de consolidation juste ici. Donc vraiment on aligne les bougies là, ça fait 6-7 semaines. Donc qu'on reteste ce niveau de bloc avec également la trendline qui nous sert de résistance pour le moment. Donc il va falloir venir la casser. Je pense qu'on peut s'attendre à un certain retracement potentiellement dans cette zone de déséquilibre, voire même revenir sur la zone de breaker. On a une belle zone de liquidité ici à venir chercher. On pourrait prendre un appui sur cette zone, ce qui nous donnerait la puissance nécessaire pour repartir sur des plus hauts. Maintenant, si on vient casser les mèches, casser ce niveau et réintégrer au-dessus de la trendline, et bien là on pourrait voir ce type de mouvement. Voilà, pour repartir. Quoi qu'il en soit, on est de nouveau donc sur une structure haussière. Alors pas forcément sur le weekly, en tout cas sur le daily, c'est vraiment très propre. On a ici cassé la trendline baissière, on a cassé ces niveaux-ci, donc on est effectivement sur une structure haussière. Les Taurus, c'est tout pour ce morning. Je vous souhaite un magnifique vendredi, un magnifique week-end. Je vous dis à la semaine prochaine. C'était Apollo. Ciao, ciao.